Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. Et Sud Radio, partenaire de la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech qui récompense les startups françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine automobile. Richard de Cabrol sera avec nous, organisateur de ce Grand Prix, dans quelques instants. Le métier mobiliance de la semaine sera le métier des véhicules industriels. Des véhicules industriels qui jouent un rôle essentiel pour les entreprises. Nicolas Lenormand, président du métier véhicule industriel de mobiliance, sera avec nous. Et puis un débat entre amateurs et non de voitures électriques. Est-ce une aberration écologique et économique? Face à François-Xavier Pietri, journaliste, auteur du livre Voitures électriques, ils sont devenus fous aux éditions Lithos, exactement. Yann Azeran sera avec nous, fondateur de Electric Day, du Tour de France de la mobilité électrique. Enfin, on conclura par les ZFE et une étude CTLM réalisée au niveau européen qui nous apprend qu'un conducteur sur deux se dit prêt à ne pas respecter les nouvelles réglementations. Les Gaulois sont-ils les plus réfractaires? On en parlera avec Florian Flavianevi, directeur de l'Observatoire CTLM. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc ce partenariat entre Sud Radio, partenaire officiel du Grand Prix ACF Autotech, Richard de Cabrol, merci d'être avec nous, organisateur de ce Grand Prix ACF Autotech. On est ravis de vous retrouver. Bonsoir, et on est également ravis de ce partenariat. Merci en tout cas. Rappelez-nous pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce Grand Prix. Ils sont assez peu nombreux, mais quand même, on parle forcément de start-up, d'innovation. Alors en fait, ce Grand Prix a été fondé par l'Automobile Club de France et ESSEC Alumni Automobile Club et vise à récompenser 3 startups par an dans le domaine de l'automobile, donc sa conception, sa fabrication, son usage ou sa commercialisation. Donc ça parle à tout le monde. En quoi consistent ces 3 prix? Le premier, c'est le Grand Prix ACF, le second, le Prix Pionnier ACF, et le troisième, la mention GPACF Green Tech. Alors en fait... c'est médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze? Alors presque ça, c'est surtout par rapport à la taille des startups. Le Grand Prix, c'est pour les grosses startups, et souvent on rencontre des noms qu'on a déjà rencontrés dans d'autres concours. Le Prix Pionnier, finalement, c'est là où on va retrouver des startups les plus innovantes, puisque ce sont les plus jeunes. Donc j'ai presque envie de dire c'est le petit prix, mais c'est peut-être le plus intéressant de tous. Et enfin, la mention GPACF Green Tech, c'est évidemment pour répondre aux besoins de réponse au niveau écologique aujourd'hui. Récompenser la start-up des 6 finalistes, pas des 75 candidats, des 6 finalistes qui répond le plus à l'enjeu écologique. Combien de dossiers rentrants? Parce que j'imagine qu'à force ça doit être reconnu et donc vous devez avoir énormément de dossiers. Ça doit être compliqué aussi. Alors, et les critères surtout, ce qui est important. Alors on en a entre 70 et 80 par an. C'est une volonté d'être sur l'automobile puisque la mobilité c'est beaucoup plus large, la mobilité c'est plus restreint. Ce qui fait qu'ils peuvent être 6 sur 75 en finale à atteindre finalement certains prix et ça leur permet d'avoir plus de chances de réussir, donc plus d'engouement à candidater. Ensuite, les critères, c'est l'innovation. On veut clairement un produit innovant qui disrupte. C'est pour ça qu'on n'a pas de demande particulière d'innovation. On veut se laisser surprendre. Ensuite, les autres critères, c'est est-ce que la start-up a bien compris qui étaient ses concurrents? Est-ce qu'elle disrupte un marché existant? Est-ce qu'elle a un bon business model? Voilà, c'est ce genre de critères. Qu'est-ce que les start-up peuvent apporter aux automobilistes? Les start-up, elles peuvent apporter surtout du temps. Finalement, le dénominateur commun entre toutes les innovations, c'est j'apporte du temps puisque je facilite l'usage de mon automobile, je rentre dedans, elle s'allume toute seule, je lui donne du temps. C'est aussi de faciliter l'usage des transports puisque finalement les startups essaient de résoudre les problèmes de bouchons ou des problèmes de retard des transports en commun pour les usagers. Donc, c'est un facilitateur en fait. C'est ça. Nous sommes des vendeurs de temps. Et pour les années précédentes, par exemple, est-ce que vous continuez à les suivre? Est-ce que finalement, souvent les startups ont besoin de levée de fonds, de choses comme ça? Est-ce que vous intervenez sur ce type de modèle? Par les partenaires que nous avons, notamment Plastic Omnium, Renault, Motul, Forvia, Crédit Agricole qui est une banque et Fidal qui sont aussi des avocats. On est là pour les aider à développer leur start-up, à développer leur business, mais aussi à faire des bonnes mises en relation. Par exemple, l'année dernière, on avait iFlow et Clercano dans le jury avec Stéphane Priami et Crédit Agricole dans le jury. Bon, et bien il se trouve que Crédit Agricole a acheté 51% de iFlow. Donc là, il y a eu quand même un match. Ensuite, les 2 start-up qui ont gagné le Grand Prix la toute première année, donc en
2018, Willys a été racheté par AFP France Handicap et Scortex par Trigo. Donc là, on peut dire qu'il n'y a que des success stories depuis le début, en fait. Vous n'allez pas racheter Sud Radio, rassurez-moi. Alors, on n'a pas encore les moyens, mais le jour où on pourra, on vous fera signe. Ces startups, elles ont jusqu'au 24 novembre pour s'inscrire. Tout à fait, sur grandprix.com. Et alors, Sud Radio est partenaire pour la première fois. Pourquoi avoir choisi Sud Radio comme partenaire? Alors, d'abord, Sud Radio, vous parlez vrai, nous parlons vrai. Ouais, c'est un événement qui parle vrai en termes d'innovation. Et aussi, effectivement, votre orientation sur l'automobile et sur la mobilité rejoint l'orientation volontaire du Grand Prix ACF à ce niveau-là. Donc, ça paraissait faire sens. Et d'autant plus que la tranche horaire va être parfaite par rapport à l'événement, puisque ce sera du direct et ce sera divertissant, en plus d'être informatif. Magnifique. Est-ce que finalement la jante féminine s'intéresse? Est-ce que finalement dans les startups il y a des femmes qui arrivent, qui proposent en tout cas leur dossier? Alors oui, et même nous récompensons des femmes, puisque l'année dernière Justine Bonneau avec Widolo a gagné le prix pionnier. Inès Multrier a gagné le GPSF Green Tech avec Nelson, et même d'autres femmes. Il y a eu 5 femmes lauréates depuis le début, depuis 7 ans. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait une tendance à avoir entre 11 et 12% de candidatures avec une femme associée dans les startups. Jusqu'à l'année dernière, on est passé à 17%. Donc effectivement, ça intéresse de plus en plus. Et en plus, on peut même remarquer que la plupart du temps, quand une femme est dans une de ces startups, elle a plus de chances statistiquement d'être en finale. Et ben voilà, merci. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Richard. Merci Le Cabral, l'organisateur du Grand Prix ACF Autotech, et ce sera le 24 novembre. Alors le 24 novembre, c'est le dépôt de dossier. Oui. C'est ça. Et le 24 avril 2024, eh bien, ce ne seront pas les Jeux Olympiques, ce sera le Grand Prix ACF Autotech. Et tout de suite, le métier Mobiliance de la semaine. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Nicolas Lenormand. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du métier, nous sommes président du métier véhicule industriel de Mobiliance. Alors tout d'abord, que regroupe le concept véhicule industriel et quelle est la différence avec les véhicules utilitaires? Alors, nos métiers véhicules industriels englobent les véhicules utilitaires. Dans nos concessions, on vend aussi du fourgon et des véhicules légers et carrossés. Généralement, quand on parle de véhicules industriels, on va parler de tous les véhicules qui se conduisent avec les permis C, D, EC, ED, c'est-à-dire en fait tous les camions, les tracteurs routiers, les cars et les bus. Vous lancez le panorama de la filière véhicule industriel et utilitaire. Qu'est-ce que ce panorama? Le panorama, ça n'est pas autre chose qu'un bilan en fait qu'on veut faire tous les ans pour sortir les éléments clés qui vont concerner nos adhérents, aussi bien les adhérents de Mobiliance que les adhérents de la FFC Constructeur, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions et avoir une bonne analyse du marché. C'est pour ça qu'on a voulu descendre au niveau des informations au niveau régional, pour donner les éléments des natures de véhicules qui roulent dans chacune des régions, de l'emploi dans chacune des régions, de l'activité économique de chacune des régions, pour que chacun de nos adhérents puisse au mieux se diriger dans un environnement qui devient pour le moins mouvant, qui est en même pleine mutation comme pour l'automobile. Alors vous le faites en partenariat, ce panorama, avec la FFC Constructeur. Quelles entreprises regroupent la FFC Constructeur? La FFC Constructeur, donc son président et mon homologue Guillaume Olivier en parlerait mieux que moi, ce sont tous les carrossiers constructeurs, comme son nom l'indique, c'est-à-dire toutes les entreprises qui réalisent en fait des carrosseries sur des châssis vendus par les constructeurs automobiles. Qui font ce qu'on appelle les caisses, les remorques, etc. Exactement, les caisses, frigos, les remorques, les grues, qui posent les plateaux, qui vont poser les hydrocureuses, les bennes à ordures ménagères, qui vont faire des balayeuses, mais qui construisent également des remorques et des semi-remorques, puisque les véhicules tractés font partie aussi à plein de notre métier. Ce sont des entreprises assez importantes, puisque 46,3% d'entre elles ont plus de 50 salariés. Oui, non seulement ce sont des entreprises importantes, mais en plus ce sont des entreprises qui, contrairement à beaucoup d'usines automobiles ou d'équipementiers automobiles, délocalisent très très peu. Les carrossiers sont bien présents dans toutes les régions de France. Et ça, c'est une vraie chance pour notre économie. Et ils ont une présence qui est continue et qui est soutenue partout. Quand on lit ce premier panorama, Nicolas Lenormand, on constate que le diesel représentait l'an passé, sur l'année complète, on n'a pas évidemment l'année 2023 comme elle n'est pas terminée, 93,7% des immatriculations dans les véhicules utilitaires. Le gaz naturel véhicule ne représentait que 3,9% et l'électrique 0,3%. Le diesel, il a encore de beaux jours devant lui pour les véhicules utilitaires?
Alors, de beaux jours, tout dépend. Tout va dépendre aussi des décisions européennes. On a eu tout récemment le vote de l'Euro 7. Il y a beaucoup de discussions au niveau européen concernant les biocarburants, les carburants de synthèse, qui sont quand même des alternatives pour nos métiers. Le B100, par exemple. Voilà, le B100, ça peut être les HVO, mais ça peut être aussi d'autres diesels de synthèse, qui sont bien évidemment beaucoup plus chers que le diesel traditionnel aujourd'hui, mais qui sont pas forcément incohérents quand on parle aujourd'hui de solutions hydrogène. Les régions les plus impliquées dans les véhicules industriels, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Comment cela s'explique-t-il ? Ça s'explique par l'activité économique. Et c'est là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait le panorama, c'est qu'on s'aperçoit que au niveau des activités économiques, donc là c'est l'activité des carrossiers dont on parle dans le panorama, elle est finalement assez distincte des immatriculations, puisque la première région de France au niveau des immatriculations, ça reste la Bretagne, et assez différente également de l'activité logistique, puisque en activité logistique, là pour le coup, on retrouve l'Île-de-France en tête du podium. Donc c'est intéressant de voir deux choses. La première, c'est qu'il y a des grosses disparités en fait finalement d'une région à l'autre en France, et que traiter le VI comme une moyenne nationale, ça n'amène pas forcément toujours à des conclusions pertinentes localement. Et la deuxième, c'est qu'on a un tissu qui est complètement diffus, puisque absolument toutes les régions de France sont concernées. Merci beaucoup Nicolas Lenormand, président du métier véhicules industriels de Mobiliance, et bienvenue à ce nouveau panorama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, Jean-François-Xavier Pietri, journaliste, auteur du livre Voitures électriques, ils sont devenus fous, aux éditions Lithos. On parlera de cette voiture électrique, les bons et les mauvais côtés. Et Yann Azran sera avec nous, fondateur de Electric Days. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Dans quelques instants, on reviendra sur la voiture électrique, du pour, du contre. François-Xavier Pietri sera avec nous, un journaliste et auteur de ce livre Voitures électriques, ils sont devenus fous, aux éditions Lithos. Et face à lui, Yann Azran, fondateur de Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. Vous voulez réagir à ce débat, c'est le 0800 26 300 300. En attendant, on va revenir sur l'observatoire CTLM, Philippe, un observatoire qui a réalisé une étude, en tout cas sur la voiture électrique. On en parle avec Flavien Neuvy qui est avec nous, directeur de l'observatoire CTLM. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Alors, cette étude, elle dit quoi ? Cette étude, elle est très longue, elle fait 102 pages, si je ne m'abuse, donc on va pas la décrypter en entier, mais on va voir les grandes tendances. Cette étude réalisée au niveau de 15 pays européens, Flavien Neuvy, qu'est-ce qu'elle nous apprend avant tout ? Elle nous apprend que les automobilistes, c'est vrai en Europe, mais c'est vrai un peu partout dans le monde, ils sont perdus parce qu'il y a des mouvements réglementaires importants, des changements de réglementation, les ZFE qui rentrent en application, les gens ne les connaissent pas vraiment, ils ne savent pas s'ils auront le droit de circuler dedans. On interdit la voiture thermique à horizon 2035, et donc il y a aussi un flou sur la technologie d'avenir, parce que les gens sont assez sceptiques sur la voiture électrique. En tout cas, il s'est passé quelque chose l'hiver dernier, notamment on a annoncé pendant plusieurs mois qu'il pouvait y avoir des coupures d'électricité, que les prix de l'électricité augmentaient. Donc tout ça, ça a jeté l'ombre d'un doute sur la voiture électrique. Donc l'automobiliste, il est un peu perdu. Et la conséquence de tout ça, si vous voulez, c'est qu'il attend en fait. Quand il doit changer de voiture, il se dit finalement, je vais peut-être attendre un petit peu, parce que quand on est dans le brouillard, on a plutôt tendance à ralentir qu'à accélérer. Qu'est-ce qui finalement les freine le plus ? Parce qu'on parle des zones à faible émission. Là, vous dites que 7 Français sur 10 connaissent en tout ça cette existence. C'est vrai que ça a été placé, déplacé, replacé. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est. C'est une usine à gaz. Mais la barrière, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'argent, finalement, parce que ça coûte cher ? Est-ce que c'est de se dire, j'ai une voiture, je peux encore la garder 2-3 ans, donc je vais attendre ? C'est quoi, finalement, la vraie raison ? La vraie barrière, la barrière numéro 1, c'est le prix des voitures. Le prix des voitures neuves sur ces 20 dernières années a fortement augmenté, plus de 2 fois plus vite que l'inflation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les voitures neuves, même thermiques, sont à des niveaux de prix qui font que beaucoup de Français ne peuvent pas se payer une voiture neuve. Et pour ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture neuve, bien souvent, ils préfèrent mettre leur argent ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils se tournent massivement vers le marché de l'occasion. Et dans ce contexte-là, la voiture électrique, elle est encore plus chère. Elle est 50% plus chère que la voiture thermique. Donc, elle est complètement inabordable. Alors, il y a des aides publiques, mais c'est vrai que ça coûte très cher au budget de l'État. Et donc, si vous voulez, les automobilistes, aujourd'hui, ils font des arbitrages et ils se disent qu'il y a trop de flou, notamment sur la technologie électrique, pour pouvoir se précipiter sur l'achat d'une voiture électrique. Alors, attention, les voitures électriques, les ventes progressent encore. Ça représente plus de 15% du marché. Mais là, on va arriver sur une catégorie de clientèle qui s'interroge
s'interrogent. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'automobilistes qui ont envisagé d'acheter une voiture électrique jusqu'à présent et qui maintenant s'interrogent parce que, les prix de l'électricité augmentent et donc voilà, ça suscite beaucoup de questions. Flavien Levy, 7 personnes sur 10, justement, Cécile le rappelait, connaissent l'existence des ZFE, mais seulement un tiers voit précisément de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a un déficit de pédagogie ? Oui, mais en même temps, c'est très compliqué parce que les ZFE ne s'appliquent pas les règles ne s'appliquent pas de manière homogène Bordeaux, sur c'est tout le pas territoire. Toulouse, qui n'est pas Montpellier, qui n'est pas Nîmes. Enfin, c'est un peu compliqué. Oui, c'est en fait, c'est donc très local, donc c'est très compliqué en fait. Voilà, donc vous pouvez avoir une voiture qui est autorisée, vous pouvez circuler avec à Lyon ou à Grenoble, et puis à Paris, vous ne pourrez plus. Enfin, les gens sont complètement perdus, surtout qu'en plus, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales qui doivent mettre en place ces ZFE se rendant compte que c'est plusieurs centaines de milliers de voitures sur leur territoire qui peuvent être interdites de circulation, se disent oulala, ça devient un peu explosif, on recule, on a tendance à reculer. Et donc elles sont perçues dans l'étude, on le montre d'ailleurs, 85% des Français qu'on a interrogés nous disent que c'est injuste pour les gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Et la plupart d'entre eux, ceux qui ont des voitures... Ils n'ont pas tort, dans l'absolu. Bien sûr, évidemment, puisque ceux qui ont des vieux véhicules, et notamment les vieux véhicules diesel, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules récents. Et ces gens-là, on leur dit, non, toi avec ta voiture, tu ne pourras plus rentrer dans nos centres-villes. Donc c'est perçu comme étant très injuste, c'est un vrai sujet social. Et donc on voit que ce sujet d'injustice, il touche même en Europe, puisqu'on est au-delà des 80%. Donc vraiment, il faut faire attention avec ces décisions qui se comprennent d'un point de vue intellectuel. On comprend qu'il faut lutter contre la pollution, qu'il faut améliorer la qualité de l'air, mais c'est des conséquences derrière qu'il faut évaluer. Mais sur ces 8 personnes sur 10 qui jugent que c'est injuste socialement, ça pourrait créer un nouveau mouvement type gilet jaune il y a quelques années, il y a 5 ans maintenant, pile poil? Alors il y a plusieurs raisons qui me font penser que non. D'abord, la première chose, c'est que on voit que on a tendance à reculer l'entrée en vigueur de ces ZFE, c'est-à-dire que plus on s'approche de l'échéance, plus on a tendance à reculer là où elles doivent entrer en vigueur. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas homogène sur tout le territoire. Donc si vous voulez, tout le monde n'est pas touché de la même façon. Donc c'est difficile qu'il y ait un mouvement général. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que la mobilité en France, la capacité à se déplacer avec sa voiture pour aller au travail, faire ses courses, c'est un sujet qui est super sensible. Voilà, on a un pays qui est peu densément peuplé, donc on a de longues distances. On a aussi assisté à un étalement urbain, c'est-à-dire que les gens sont sortis des centres-villes parce que les prix de l'immobilier sont très élevés, et donc on habite un peu plus loin de son travail. Nos modes de vie ont changé aussi, il y a plus de familles recomposées, donc beaucoup plus de déplacements, et donc tout ça mis bout à bout fait que dès qu'on parle de mobilité, oui, c'est un sujet très sensible, et il y a une vraie fracture française en fait sur ce sujet-là, entre les Français des métropoles qui peuvent se déplacer autrement, et puis la France périurbaine et rurale. Je rappelle quand même que 40% de la population française vit dans des villes de moins de 20 000 habitants. Bien sûr, bien sûr. Dans ces villes-là, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, et il faut bien utiliser sa voiture pour se déplacer. Flavien Levy, est-ce que finalement ces Français qui répondent à cet observatoire, cet LM, se disent finalement on va transgresser la loi et tant pis pour les zones à faible émission? Oui, c'est une des réponses. Alors il y a ceux qui disent qu'ils vont transgresser la loi. La majorité des gens qui sont concernés par ces potentielles interdictions de circulation nous disent que du coup ils n'iront plus dans les centres-villes. Voilà, donc ça pose aussi la question du commerce de proximité, il y a plein d'autres questions derrière. Mais oui, effectivement, à partir du moment où vous n'avez pas les moyens, où vous ne voulez pas changer de voiture parce qu'on vous interdit de circuler dans certaines zones de la cité, vous vous dites je n'irai plus dans ces secteurs-là. Donc oui, il y aura des stratégies d'évitement. Flavien Levy, acheter une voiture est devenu une décision difficile à prendre pour 6 automobilistes sur 10. C'est ce que dit l'Observatoire 7LM, en raison des ZFE. Est-ce qu'il faudrait pas remettre tout à plat? Parce que comme on le disait avec Cécile il y a quelques instants, c'est Nîmes, c'est pas Montpellier, Montpellier, c'est pas Narbonne, Narbonne, c'est pas Perpignan. C'est tellement incompréhensible que personne, évidemment, n'y comprend rien. Et ça relancerait peut-être le marché automobile. Alors, ce serait difficile de remettre tout à plat parce que c'est la loi d'orientation des mobilités qui a voté tout ça. Ça nécessiterait de revoter la loi, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les ZFE, il y a aussi la question de la technologie. Je rappelle quand même qu'il y a un peu plus de 10 ans, c'était pas il y a 50 ans, il y a un peu plus de 10 ans, on a dit aux Français, achetez du diesel. Il y avait un bonus écologique et on donnait de l'argent à tous ceux qui achetaient des petits diesels. 10 ans après, on dit « Ah non, on s'est trompé, on veut plus de diesel, on va interdire les voitures thermiques, on veut passer au 100% électrique. » Donc, il y a des gens qui se disent « Mais ça change bien vite quand même, parce que dans un laps de temps très court, on a des politiques publiques qui disent tout et son contraire en réalité. » Donc, les gens sont perdus. Et puis il y a la question du prix aussi. On est dans un contexte de forte inflation, de pouvoir d'achat sous tension. Quand vous voyez le prix moyen d'une voiture neuve, aujourd'hui on est autour des 30 000 € en moyenne. C'est juste considérable. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, c'est pas maintenant que je vais acheter une voiture. Effectivement, c'est une décision difficile à prendre. Donc plutôt prolonger la durée de vie des voitures. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a un parc qui n'arrête pas de vieillir. Aujourd'hui, les voitures en France ont en moyenne 11 ans d'âge et je pense qu'au cours des prochaines années, on va avoir un parc qui sera encore vieillissant. On va allonger la durée de vie des véhicules actuels. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant, Flavien Levy, directeur de l'Observatoire
l'Observatoire. Et les 102 pages sont passionnantes. Oui, absolument, absolument. C'est vrai. Vous qui ne lisez jamais. Sur le site de l'Observatoire CTLM en téléchargement libre. L'étude est complètement libre d'accès. Donc sur le site observatoirectlm.com, tout le monde peut la télécharger gratuitement. Merci beaucoup Flavien Neuvy, donc directeur de l'Observatoire CTLM. Vous restez avec nous dans quelques instants. On parlait des ZFE. Peut-être que les seules voitures qui pourront rentrer dans ces ZFE, ce sont les voitures électriques. Mais est-ce que finalement ce sera le bon choix? Ça, c'est une vraie question. Dans un instant, François-Xavier Pietri sera avec nous, journaliste et auteur de ce livre Voitures électriques, ils sont devenus fous. Ça vous donne un petit peu le ton aux éditions Lithos. Et Yann Azran sera avec nous aussi, fondateur de Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. À tout de suite. À l'heure des vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David jusqu'à 20h, il nous semblait important de parler de cette voiture électrique. Alors on entend parler beaucoup de la voiture électrique, beaucoup des bienfaits et du reste. Et d'ailleurs François-Xavier Pietri est avec nous, journaliste, auteur du livre Voitures électriques, ils sont devenus fous aux éditions Lithos. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez un problème de micro, je crois. Ça fonctionne. Non, voilà. C'est bien. Non, parce qu'en plus j'ai perdu ma voix. Oui, donc... c'est ça. Micro interne, micro externe. Ce soir, il va falloir donner de la voix pourtant. Yann Azran est avec nous, fondateur de Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. Bonsoir. Merci d'être avec vous. François-Xavier Pietri, on vous connaît, vous connaissez, vous êtes économiste, on vous a vu pendant des années à TF1, c'est un sujet que vous connaissez très bien. Oui. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux sur cette voiture électrique, forcément le premier mot qui nous vient, c'est Chine. C'est Chine. Ouais. C'est de plus en plus Chine d'ailleurs. Ça l'était déjà il y a 1 an au Mondial de l'Auto à Paris. Ça l'a été encore plus. C'était un salon chinois à Paris. À Munich, c'était encore plus chinois et c'est de plus en plus chinois. Alors ce qui est assez frappant, c'est que effectivement avec cette décision d'interdire le thermique en 2035, on a livré carrément le marché européen à une puissance étrangère qui est la Chine. On avait un savoir-faire, premier marché mondial de l'électrique, évidemment. La Chine, juste une voiture sur 2 électrique dans le monde est chinoise. Il y a Tesla, mais il y a beaucoup de Chinois. Donc ça a été un fait majeur qui est assez incroyable. C'est-à-dire que ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que on a aujourd'hui la Commission européenne qui nous dit 1 an après, zut, tiens, le gouvernement chinois pousse les Chinois à vendre à l'extérieur, on va lancer une enquête. C'est-à-dire que la Commission européenne qui a imposé ce passage à l'électrique, nous dit aujourd'hui, il faut faire attention aux Chinois. Les Chinois, c'est quoi? C'est 80% des batteries. Ils s'implantent chez nous avec des modèles de voitures qui sont 20% moins chers que les nôtres. Et le paradoxe, c'est que... Oui, parce qu'ils les ont déjà intégrés. C'est-à-dire qu'eux, depuis très longtemps... Ils ont un marché, de 28 millions de voitures. Voilà. Donc c'est amorti depuis longtemps, etc. Oui. Et autre chose, le paradoxe, c'est que les industriels français sont maintenant en train de passer des accords avec des Chinois pour pouvoir même produire des batteries en Europe et même en France. C'est assez paradoxal quand même. Donc on perd notre souveraineté. Oui, on l'a perdu sur ce point-là. On avait un avantage technologique, on l'a perdu. Yann Azran, justement, une voiture sur 2 électrique vendue dans le monde est chinoise, 80% des batteries, comme on vient de le dire. Est-ce qu'on risque pas d'aller vers une catastrophe économique et sociale en Europe dans l'industrie automobile? Je ne pense pas. Alors moi, je suis pas un grand catastrophiste. Par contre, il faut bien voir une chose, c'est que déjà, quand vous avez introduit, vous avez dit, quand on pense voiture électrique, on pense Chine. Alors quand on pense voiture thermique, on peut penser Émirats et autres aussi. Donc ça, l'argument, c'est le même un petit peu partout. Et c'est un argument qui est là pour faire peur, mais qui finalement ne résout pas grand-chose. La Chine, le problème, il n'est pas non plus lié que à la voiture électrique. Il y a énormément d'autres sources de production qui viennent de Chine. Philippe David vient de Chine, par exemple. C'est pas forcément un problème. L'autre chose, c'est que la voiture électrique, c'est pas de sa faute. Puisque la voiture électrique, Renault, dans le monde, a été à un moment le mieux positionné pour potentiellement lancer une industrialisation de masse de la voiture électrique. Ils n'ont pas saisi le coche, tant pis, tant mieux. La réalité, c'est aussi que la voiture la plus vendue en 2023, c'est une voiture électrique dans le monde et que ce n'est pas une chinoise, c'est une Tesla. La troisième également, c'est une Tesla. Au-delà de ça, moi, pour organiser les Electric Test Days en France chaque année, je peux vous dire que sur place, sur une trentaine de modèles qu'on fait tester à chaque édition dans chaque ville-étape, peut-être 2-3 véhicules chinois. Alors oui, au salon de l'auto... C'est le début, oui, c'est le début. C'est le début, et c'est pas que le début. Parce qu'en fait, c'est le début, parce qu'ils ont déjà produit beaucoup, donc ils arrivent vite, attention. Mais en même temps, l'Europe s'est bien préparée entre-temps. Ça fait quelques années qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits en Europe pour pousser à l'électrification des véhicules. Et quand les constructeurs et quand les gouvernements mettent autant d'efforts sur un sujet, je pense que
on n'est pas si mal que ça, donc il faut dédramatiser aussi le sujet. Il y a quand même un monsieur important, hein, Claude Tavares, soyons clairs, le patron de Stellantis. Carlos, pardon. Oui, je me disais aussi. J'ai dit quoi ? Son petit frère, Claude. Carlos Tavares, pardon, le patron de Stellantis, qui a été, ce qu'il a dit en 2022, on est tous restés un peu pantois quand même. Mais dans la réalité des choses, tous les constructeurs, que ce soit Carlos Tavares ou que ce soit monsieur Demeo, le patron de Renault, quand vous les voyez en privé, ils vous disent tous que c'est de la folie, que ce qu'on a mis en place, c'est de la folie. Ils n'ont pas le choix. Sauf que lui, il l'a dit. Lui, il l'a dit en public. Lui, il l'a dit en public. Et il a même dit, il ne faudra pas qu'on nous fasse le reproche dans 10 ans de la casse sociale qu'on est en train de mettre en place. C'est pas de notre faute, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui est assez délirant. Alors, ils sont aujourd'hui dans l'obligation de le faire, donc ils y vont, et ils y vont massivement. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus une publicité en France pour une voiture autre qu'électrique, oui. Alors que ça n'est que 15% du marché. Il faut, à un moment donné, on dit ça explose. C'est déjà à 15% du marché, oui, c'est déjà. Oui, mais ça, c'est pour les bobos, les cadres, tous ceux qui ont acheté aujourd'hui. Mais je peux vous dire que pour les classes populaires, la voiture électrique, elle est très très loin d'arriver dans les garages. Je suis désolé, je m'excuse, mais ça, par contre, c'est un tout petit peu biaisé. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple des Electric Test Days. Non, quand on parle des bobos, des cadres, etc., c'est pas une étude. Les bobos, c'est pas une étude. C'est un peu caricatural. La réalité, c'est que quand on est sur le terrain, nous, quand on va à Lille, à Nantes, à Paris, à Bordeaux, ailleurs, on se retrouve avec des gens de toute classe sociale, à Rouen, etc. Donc ça, ce n'est pas vrai. Et l'autre chose... Je vais vous citer une étude de France Mobilité, c'est l'IFOP avec Sixt. Donc c'est pas des... Non, voilà. France Mobilité, c'est très sérieux. Voilà, c'est très sérieux. Eux nous disent aujourd'hui que 27% des Français sont prêts à passer à l'achat de la voiture électrique. C'est 5% de moins, c'est 5 points de moins qu'en 2022. Pourquoi ? Parce que les acheteurs sont inquiets de deux choses. Un, le prix de la voiture électrique, qui reste quand même, Flavien nous disait tout à l'heure, 50% plus cher. Par ailleurs aussi, 2 Français sur 3 doutent de la réalité de la solution, c'est-à-dire de l'avantage écologique de la voiture électrique. Mais à voiture égale entre thermique et électrique, finalement, sur des petites voitures, c'est quoi ? C'est du simple au double, François-Xavier Pietri ? Pas du simple au double, mais c'est 50% plus cher. Monsieur, je vais vous donner par exemple une Mégane électrique. Oui. Le prix d'entrée d'une Mégane électrique, c'est 35 000 €. Le prix d'entrée d'une Mégane essence, c'est 12 000 € de moins. Voilà, je veux dire, c'est ce... Alors après, on va nous dire, oui, mais on fait des économies, c'est ce que va dire monsieur. Non, on fait des économies sur le carburant, etc. Là aussi, on trompe son monde. Quand on voit aujourd'hui le prix d'une recharge sur autoroute, c'est du délire. D'accord, alors, donc vous parlez des 1% des recharges en France. Non, mais les recharges sur autoroute, c'est rien, c'est anecdotique. Oui, la réalité, c'est anecdotique c'est que ce que vous me disiez, c'est il va me dire que l'argument, c'est que sur le long terme, c'est mieux. C'est pas vrai. Demain matin, vous allez chez votre concessionnaire, c'est moins cher. Demain matin, dans votre vie de tous les jours, c'est moins cher. Vous qui êtes un économiste de renom, vous savez ce qu'est le TCO, Total Cost of Ownership, donc le coût total de possession d'un véhicule. Sur la voiture électrique, il est en deçà de 35% que sur une voiture thermique, quelle qu'elle soit, essence, diesel, selon les types. Toujours est-il que vous avez pris l'exemple de la Mégane électrique. Je vous prends l'exemple, moi, que j'ai pris, et c'est marrant, on a eu la même belle idée. J'ai pris la nouvelle Clio, 23 500 €, 280 € par mois en LLD. D'accord ? Elle est diesel. Superbe. Une Zoé, dernier cri, 26 000 € une fois qu'on a déduit les 5 000 € de bonus écologique, voilà, d'aide. Ça revient, puisqu'on a aussi un crédit aidé qui est à 0,99%, qui est bloqué à 200 € par mois en possession et non pas en LLD. Donc après, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Si, monsieur. Les bonus sont pas pour tout le monde. À 5 000 €, c'est pour tout le monde. À 7 000 €, c'est pour les plus aisés. Donc, je vous ai parlé, moi, celui de 5 000 €. Et donc, vous arrivez à 200 € par mois. Donc là, je sors de chez le concessionnaire, je suis à 280 balles par mois. Et dans 6 ans, 7 ans ou 5 ans, je devrais payer en plus pour acheter ma LLD. Ou je suis à 200 € par mois et je paye plus rien. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, j'ai, comme vous le disiez, bien sûr, le carburant. 3 € pour 100 km en électrique, 9 € pour 100 km en essence, 7 € pour un diesel pour 100 km. Et donc, sur le mensuel, la moyenne des Français faisant 50 km par jour en moyenne, on est à 45 € par mois en voiture électrique versus 135 ou 105 pour de l'essence ou du diesel. Alors, je ne sais pas les mêmes chiffres. Moi, j'ai les chiffres donnés par Engie
qui ne peut pas soupçonner, n'est-ce pas, de promouvoir le thermique. 3 € pour 100 km, 8 €. Vous faites le calcul sur la moyenne de ce que roule une personne par an. On dit la même chose, donc 3 €. Oui, voilà. D'accord. 400 € par an, donc, pour faire un plein électrique, 1000 € pour un plein thermique. Si vous faites ça sur 10 ans, vous avez économisé 6 000 € sur 10 ans avec votre voiture électrique. Quand on sait qu'une voiture électrique coûte en moyenne 12 000 € ou 10 000 € de plus que l'autre, vous êtes perdant. Eh bien, vous êtes perdant. Il vous faut 20 ans. Il vous faut 20 ans pour amortir votre bagnole. Donc vous êtes un long-termiste. C'est un super avantage. Vous êtes un très long-termiste, moi je suis un très court-termiste. Vous voyez, donc moi je vais vous reprendre cette petite Clio. Je vais reprendre cette petite Clio à 280 € par mois en LLD. Je sors en diesel et donc j'en ai pour en diesel 105 € par mois. Donc disons 100 € par mois. J'en perds ma voix. Je suis à 380 € par mois. Avec ma Zoé électrique, donc assez équivalente, je suis à 200 € plus 45 €. On est à 245 €. Donc demain matin, ça me coûte moins cher. Allez, bougez pas, restez avec nous. Le courant passe bien entre les débatteurs. J'aime bien, moi, ça. C'est pour ça que le débat carbure. On va recharger les batteries. On revient dans quelques instants. Les vraies voix qui font rouler la France. Si vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Parce qu'il y a aussi un volet social, forcément, sur cette industrie de l'automobile. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Est-ce que les voitures électriques sont l'avenir de la France, l'avenir du monde, sûrement pour la Chine, en tout cas pour ce qui est l'Europe. On va en parler avec François-Xavier Pietri, journaliste et auteur du livre Voiture électrique. Pour le reste, la femme est l'avenir de l'homme. Oui, c'est ça. Vous êtes l'avenir dans ce studio avec Aurore et Aude. Voiture électrique, ils sont devenus fous aux éditions Lithos. Et Yann Nazran qui est avec nous, fondateur des Electric Test Day, le Tour de France de la mobilité électrique. On évoquait le prix tout à l'heure, forcément, de ces voitures avec un match entre vous deux. Mais ce qui est important de dire aussi, avec vous, François-Xavier Pietri, c'est de se dire que socialement, est-ce que ça va dire que ça va forcément les industries, alors les méga industries qu'on met en place, forcément, on n'aura pas besoin de tout le monde. Alors Et en plus, je vais donner un chiffre, vous permettez, BYD, parce qu'on le prononce à l'anglaise, qui a vendu 5000 voitures, va en vendre 800 000 en Europe à 2030. Donc 800 000, c'est quand même une belle part de marché. Et surtout si c'est made in China. Ça, c'est le génie de la lampe. Hein. C'est leur projection sur un tableau Excel pour le moment. D'accord. Non, ce qui est frappant, si vous voulez, je pense que pour les constructeurs automobiles français, qu'il s'agisse de Stellantis ou de Renault, le risque n'est pas gigantesque. Au contraire, même quand on voit aujourd'hui les marges et les résultats que dégagent ces entreprises, elles n'ont jamais été si rentables. Pourquoi ? Parce qu'elles vendent des voitures qui sont beaucoup plus chères qu'avant. Flavien Neville nous le disait tout à l'heure, en moyenne, le prix de la voiture a beaucoup augmenté. Et alors avec la voiture électrique, il y a encore plus de marge et il y a encore plus de gains possibles. En plus, ils sont en train de se réorganiser complètement. C'est vrai qu'il y a certaines relocalisations, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À Douai, par exemple. Voilà, à Douai. Les gigafactories. Avec quand même un partenaire chinois, hein, mais à Douai, voilà, et les Chinois viennent chez nous. Pourquoi pas ? Moi, je m'en fiche, hein, mais après tout, voilà. On n'était pas content quand c'était dans le sens inverse. Alors, il faut bien qu'on se mette d'accord. Donc, je pense que les constructeurs sont en train de s'organiser pour ça. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'il y a en aval et ce qu'il y a en amont. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, ce sont les équipementiers qui, aujourd'hui, en tout cas ceux qui équipent toute la partie, les pots d'échappement, les embrayages, etc. Cela, ça va être un peu compliqué. Et ils sont très dépendants encore de l'automobile. Et il y a beaucoup moins, contrairement à ce qu'on pense, l'électrique, c'est pas une avancée technologique, c'est un recul. Il n'y a pas plus simple. Il y a 70 pièces dans un véhicule électrique, il y en a 300 dans un autre. Donc, pour les équipementiers, ça va être compliqué. Ça, c'est en aval et en amont. Et en aval, ce qui va être compliqué, c'est pour toute la chaîne derrière. Je pense aux garagistes. Les services, en général. Et les stations-service. Les petites stations-service de campagne, alors, elles ont déjà beaucoup diminué. Là, elles sont quasiment mortes. Et Yann Nazran, une question pour parler gros sous, si vous permettez. L'État, la TICPE plus la TVA, ça rapporte une 40aine de milliards. Le jour où tout le monde va rouler à l'électrique, il va passer les taxes de l'essence sur le courant, non ? Alors, j'aurais tendance à penser qu'ils trouveront bien comment récupérer ces taxes d'une autre manière. Vous êtes soupçonneux envers Bercy. Non. J'aurais tendance à penser que, à mon avis, s'il y a 40 milliards, ils vont se retrouver ailleurs. Toujours est-il, sur les emplois, il faut pas non plus... faut bien voir que dans les 20-30 dernières années, il n'y a pas eu une seule industrie qui soit restée
parfaitement identique dans son organisation, dans sa manière de fonctionner, etc. Il faut aussi se dire, quand on veut réfléchir de manière un peu plus positive, qu'il y a un besoin d'accompagnement pour le passage à l'électrique, un besoin de formation, qui a besoin du coup d'avoir le conseil de ce garagiste qui peut aussi modifier son métier. Exactement, il y a beaucoup de formations qui sont en cours, auprès des garagistes, auprès des métiers aussi de la concession automobile qui a été énormément changé ces derniers temps, et là pour le coup c'est même pas lié à l'électrique. Et en fait ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui par exemple avec disons le rétrofit pour les garagistes, la possibilité donc de changer, d'enlever en tout cas aujourd'hui c'est en cours. Généralement quand le gouvernement propose de l'argent pour le rétrofit, c'est que ça marchera jamais. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Moi je connais pas mal d'entreprises qui le font, ça marche, et qui ont des commandes qui ont des commandes et des livraisons qui ont été faites. Vous avez les noms parce que il y en a moins de 10, j'ai l'impression. Le Renault Master, ils viennent d'avoir l'agrément pour le Renault Master. Ils ont un autre agrément pour un autre véhicule utilitaire de Renault. Par contre, ils sont intelligents. Ils se focalisent sur l'utilitaire qui a un énorme besoin aujourd'hui là-dessus. Et ça marche. Que me dit mon garagiste qui est vraiment sur le terrain? Il me dit, moi, des clients qui sont passés à l'électrique, j'en ai quelques-uns. Ils reviennent me voir pour prendre le café. Parce que évidemment il y a beaucoup moins d'entretien. Mais bon, il me dit ça me fait pas vivre le café. Il y a beaucoup moins d'entretien dans une voiture électrique, et tant mieux pour le propriétaire. Je veux dire, c'est parfait. Il faut changer plus souvent les pneus, mais après le reste, ça va. Bon, donc c'est un gros avantage quand même pour l'électrique. Oui, non, c'est un avantage. Non, mais il faut rappeler aussi, François-Xavier Pietri, que si avec pour les garagistes, c'est pas un avantage. Si vous avez un choc avec une voiture électrique, et le garagiste me dit, alors je lui dis, mais votre fils alors, il devait reprendre vous avez qu'à lui faire des formations. Mais il me répond, mais je vais le former pourquoi? Puisque les gens ne viennent plus au garage, je ne vais pas tenir le coup. Donc je vais me spécialiser dans les voitures anciennes et ça ira très bien comme ça. Oui, c'est pour ça que je rebondissais sur ce que vous disiez, parce qu'on avait eu un monsieur qui était propriétaire d'une casse qui nous disait les voitures électriques, quand elles ont eu un choc, on est obligé de les mettre à la casse directement, on ne peut pas les réparer à cause des batteries. Je connais même pire, alors ça c'est encore un exemple concret que j'ai vécu la semaine dernière. J'étais chez un concessionnaire à Bastia, toujours, en Corse, et il me dit on a une batterie en panne d'un gros véhicule, c'était un Land Rover, on l'a depuis 2 ans, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne peut pas le transporter en bateau, c'est interdit. Les compagnies maritimes nous interdisent de transporter la batterie, parce qu'une batterie qui prend feu, on ne peut pas l'éteindre. Donc, il a cette batterie, et il était en train de me dire, je ne sais pas ce qu'on va en faire demain, après-demain, et je ne sais pas ce qu'on va faire de tout le recyclage qu'il va falloir un jour mettre en place, qui est un chantier absolument considérable. Yann Azran, le mot de la fin, il reste 1 minute 20. Oui, mais c'est un chantier. Mais la réalité déjà, quand même, sur toute cette histoire de chaîne de valeur, de garagiste, etc., c'est qu'on est en train de se dire, c'est dommage, les Français paieront moins chez le garagiste. Je suis un peu étonné d'entendre ça. C'est une très bonne nouvelle. Les garagistes vont réussir à se reformer comme beaucoup d'autres métiers l'ont fait dans les 10 dernières années, les 20 dernières années. Et au-delà de ça, on a démontré donc ensemble que le véhicule électrique était moins onéreux, et sur les batteries, les chaînes de valeur, etc. à organiser. Vous êtes très bien placé pour savoir, vu votre poste journaliste, économique, etc., que ce n'est pas la première chaîne de valeur qui a eu besoin de se réorganiser dans l'histoire. Ça va très bien se passer. Sauf que ça coûtera plus cher, et ça émettra du CO2. Parler de l'expérience qui est extraordinaire dans une voiture électrique, où les gens qui conduisent, et c'est pour ça qu'on organise Electric Test Days, les gens quand ils testent, ils sont ravis. Parce que c'est un vrai plaisir. Sauf quand ils cherchent une borne de recharge. Mais non, pas du tout. Alors là, vraiment, ne lancez pas là-dessus, parce que c'est absolument faux. C'est ce qu'on appelle une perte de liberté. Allez, merci beaucoup. Vous accusez de dépasser les bornes. Merci beaucoup, François-Xavier Pietri, journaliste et auteur de ce livre. Lisez-le, Voiture électrique. Ils sont devenus fous aux éditions Litos. Et allez aux Electric Test Day aussi, le Tour de France de la mobilité électrique. Merci beaucoup, Yann Azran, d'avoir été avec nous. Merci à vous.